toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Burkina Faso, les assises nationales ont adopté la charte nationale de la transition. Le texte fixe la durée de la transition à 36 mois, les membres du gouvernement à 25 et ceux du Parlement à 71. 36 mois de transition au Burkina, est-ce un délai raisonnable? Quelle priorité pour le gouvernement de transition? Le développement en première partie d'émission. Et au Nigeria, une nouvelle date a été fixée pour les élections générales dans le pays. Initialement prévu le 18 février, c'est finalement le 25 février 2023 que vont se tenir les élections présidentielles et législatives. Cela fait suite à une modification de la loi électorale. Quels enjeux de ces élections générales pour le Nigeria? Quelle place dans le programme des candidats pour la situation sécuritaire et la lutte contre la corruption dans le pays? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec M. Abdoukarim Diakhaté. Vous êtes journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Et merci également à vous, M. Nia, Ibrahima Amadou Nia. Vous êtes docteur en sciences politiques. Aussi un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Et je commence avec vous, M. Abdoukarim Diakhaté. Au Burkina, les assises nationales ont adopté la charte de la transition. Je le disais tout à l'heure en introduction, 36 mois pour la transition. Mais dites-nous, 3 ans de transition, est-ce raisonnable au Burkina? Surtout si l'on sait que la mission n'est pas de refonder les institutions, puisque le Burkina disposait déjà d'institutions bien faites, bien établies. Aujourd'hui, 36 mois, n'est-ce pas trop long pour une transition? Écoutez, je pense que c'est compte tenu un peu de l'ampleur de la tâche. D'ailleurs, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba l'a dit lors de sa prestation de serment. Il y a effectivement beaucoup de chantiers, des priorités, et également il y a un contexte sécuritaire à revoir. Il y a donc beaucoup de priorités qui vont être dégagées et il est évident que les 3 ans de transition vont permettre certainement, en tout cas, au Burkina Faso de se refaire une santé, si l'on peut dire, et d'aller éventuellement vers une évolution positive. Mais aujourd'hui, si c'est le rôle aujourd'hui d'une transition ou bien d'une junte de rétablir la situation sécuritaire, est-ce que cela ne risque pas aussi de constituer un précédent dangereux pour les gouvernements démocratiquement élus? Non, en réalité, dans le cas du Burkina Faso, il s'agit surtout, comme l'ont dit les autorités, de faire en sorte qu'il y ait une refondation par rapport un peu aux valeurs qui constituent un peu le ferment du peuple burkinabé, donc des valeurs d'intégrité, comme cela est dit d'ailleurs dans le vocable même Burkina Faso. En réalité, il y a eu des problèmes ces derniers temps. On l'a vu avec les problèmes sécuritaires qui sont aggravés. Et je pense que cette transition devrait permettre, en tout cas à tous les acteurs, aussi bien les acteurs politiques, la société civile, les forces vives d'une manière générale, de constituer un ensemble gagnant pour aller en tout cas vers la résolution des grands problèmes qui se posent au pays. M. Nia, après sa première prestation de serment devant le Conseil constitutionnel, le colonel Damiba a une seconde fois prêté serment le 2 mars dernier devant la commission des assises, ce après l'adoption de la charte burkinabé de la transition, mais déjà l'omniprésence des militaires dans les différentes institutions de la transition est dénoncée par la classe politique burkinabé. Quelle lecture en faites-vous? Je pense que c'est de bonne guerre. Hein. Je pense que c'est de bonne guerre que la classe politique dénonce peut-être l'omniprésence des militaires. Mais je pense qu'en pareille situation, nous sommes dans une situation d'exception. Et je pense qu'en réalité, il ne faut pas se voiler la face. Ce sont les militaires qui sont aux commandes et qui dirigent cette transition. Donc moi, je pense que, bien entendu, c'est tout à fait légitime de faire ce genre de remarques. Mais le plus important pour moi, encore une fois, c'est le fait que cette transition puisse se dérouler selon, en tout cas, ce qui a été convenu de façon assez consensuelle avec les 350 acteurs qui ont participé aux assises nationales qui se sont tenues ce lundi, et que cela puisse être respecté et qu'en fin de compte,
cette transition ne soit pas une transition de plus. Il y a déjà eu une transition dans le passé au Burkina, mais que cette transition permette de régler les problèmes de fond. Et l'un des problèmes les plus importants, c'est cette question de l'insécurité, donc la restauration de l'intégrité territoriale, mais aussi les problèmes de corruption et les problèmes, la pauvreté grandissante qu'il y a au Burkina. Pour moi, c'est ça vraiment le plus important. Et aujourd'hui, quelle solution face à ce que vous venez de décrire tout à l'heure, la question de la corruption, la situation sécuritaire, la question surtout de l'intégrité du territoire burkinabé, parce qu'une bonne partie aujourd'hui du territoire, surtout dans la zone nord, est occupée par des groupes terroristes armés? Alors, la solution, elle est très complexe. Je pense que si jamais les autorités avaient cette solution-là, bien évidemment, le problème serait déjà réglé. Mais je pense qu'en fait, il y a plusieurs leviers qu'il va falloir actionner. Mais pour moi, le plus important d'abord, ce sera de gagner la confiance des Burkinabés et aussi de s'assurer que la CEDEAO accompagne cette transition-là. Donc tout à l'heure, M. Diakhaté a parlé de la transition, des 36 mois qui sont proposés, et je suis tout à fait d'accord, parce qu'en réalité, le problème de fond, c'est que nous ne devons pas occulter en fait les causes fondamentales qui nous ont amenés à cette situation-là. Et le plus important aujourd'hui, c'est que les Burkinabés puissent ensemble, comme ils l'ont fait, déjà tomber d'accord sur l'orientation. Et c'est à souligner, il faut les féliciter parce que de toutes les transitions qu'on connaît, que ce soit celle du Mali ou celle de la Guinée, celle du Burkina, en tout cas, m'a l'air d'aller un peu plus vite. Tout à fait. Alors, déjà, ça a été le dernier coup d'État noté. Absolument. Mais dès à présent, ils ont fixé les organes, la durée et tout. Alors qu'en Guinée, on attend toujours. Au Mali, c'est également le flou. Absolument. Donc, pour moi, ce sera vraiment une conjonction des différentes forces en collaboration étroite avec la CEDEAO et avec les partenaires pour pouvoir, de façon raisonnable, attaquer ces problèmes-là. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'avec aussi le retrait des troupes françaises et le redéploiement peut-être de la force Barkhane, cela va avoir des impacts extrêmement importants sur le Burkina Faso. Donc il faudra à un moment s'asseoir et regarder cette question-là de façon très réaliste, en mettant de côté les émotions pour, avec les partenaires, trouver un moyen en tout cas de régler ces problèmes. Parce que ce sont des problèmes aussi qui demandent un certain nombre des fonds et des moyens militaires, un renseignement, des moyens colossaux pour le régler. Mais encore une fois, il faut une conjonction des forces entre ces différents acteurs. Et par rapport à cette conjonction des forces entre différents acteurs, en début du mois de mars, le président de la transition, le colonel Damiba, a reçu la représentante de l'Union européenne au Sahel qui s'est dite engagée, en tout cas que l'Union européenne est prête à accompagner cette transition-là au Burkina, puisque convaincue aujourd'hui des actions qui sont en train d'être posées par le pouvoir de transition. Quelle lecture en faites-vous, Karim? Il faut d'abord souhaiter que ces engagements soient suivis d'effets, parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de promesses qui avaient été faites par l'Union européenne justement et qui n'ont malheureusement pas été en tout cas jusqu'au bout de leur logique. Il faudrait se dire qu'en fait, le Burkina Faso a actuellement un problème prégnant, c'est celui de la gestion de son territoire. Faire en sorte qu'il y ait la restauration de l'État dans les zones où effectivement le conflit s'est plus ou moins amplifié, faire revenir également l'administration, et cela demande aussi bien du temps que des moyens. Il est vrai que le pays ne pourra pas se passer de l'aide extérieure. Vous avez parlé de l'Union européenne, mais il est évident que le redéploiement de l'opération Barkhane va certainement induire en tout cas un changement de paradigme au niveau de la zone des 3 frontières. Il y avait le Mali qui a peut-être changé un peu de fusil d'épaule en cherchant d'autres partenaires financiers, mais le Burkina Faso et le Niger doivent, avec ce qui reste de l'opération Barkhane, certainement, voir comment faire en sorte que l'aspect sécurisation du territoire puisse être mené à bon compte. Maintenant, il faudra effectivement des moyens financiers assez important du reste, mais avec la conjoncture mondiale à l'heure actuelle, il est évident qu'il faut se poser des questions un peu par rapport à l'opérationnalité. Heureusement que, vous l'avez dit, le lieutenant-colonel Damiba a parlé de faire en sorte qu'il y ait une conjonction des forces, en tout cas au plan interne, pour que le renseignement et l'opérationnalité, disons, des troupes puissent être menées de manière plus active, mais il est évident
que le Burkina devra, par en tout cas lui-même, je veux dire la classe politique burkinabé d'une manière générale, les forces vives, penser d'une seule voix. Et dans le cadre de cette transition, il y a effectivement des actions qui doivent être menées pour d'abord restaurer l'autorité de l'État dans les zones où effectivement cette autorité avait plus ou moins disparu et faire en sorte que la confiance revienne un peu partout. Et par rapport à cette restauration de l'autorité de l'État, M. Niang, pour ce qui est des organes de la transition, ils ont déjà été posés. Il s'agit du président de la République, d'un conseil d'orientation et de suivi de la transition, d'un gouvernement de la transition et du Parlement législatif. Mais restons un peu sur ce conseil d'orientation et de suivi. Sa mission est de définir les grandes orientations de la politique de l'État. Et c'est un organe qui sera composé de personnalités militaires du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration et également de civils épousant les idéaux du mouvement. Aujourd'hui, est-ce que cela ne risque pas aussi de faire un gouvernement bis dans cette transition? Alors, moi, je dirais peut-être pas un gouvernement bis, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a des risques que cela crée en tout cas des tensions avec le gouvernement ou même avec le Parlement de transition. Je pense qu'on l'a vu un peu en Guinée, où certains membres du CNRD, des fois, se sont un peu impliqués sur des questions qui relevaient de la compétence du gouvernement. Ça peut créer des frictions. C'est vrai, c'est une possibilité, il y a des risques. Mais moi, je pense qu'au fond, en réalité, il n'y a pas de mal à avoir un organe d'orientation. Parce que cela nous évite justement des situations où le président, donc en l'occurrence ici le colonel Damiba, se verrait trop beau et mènerait cette transition-là selon ses propres convictions. Je pense que l'existence de cet organe d'orientation permettra d'avoir toujours une pression assez douce sur le président et de s'assurer aussi que... Cet organe est constitué de membres du mouvement patriotique et également d'autres personnalités civiles qui partagent leurs idéaux. Donc c'est des gens qui partagent les mêmes idéaux que le colonel Damiba, président de la transition. Oui, moi je dirais que peut-être qu'officiellement on nous dira toujours que ce sont des gens qui partagent les mêmes idéaux. C'est la raison pour laquelle ils se sont mis ensemble. Mais je pense qu'en réalité, souvent, il peut y avoir des accords profonds sur certaines questions qui peuvent toucher des intérêts particuliers. Donc je suis convaincu qu'un tel organe, en tout cas, peut jouer un rôle important de redirection, de correction, et vous voyez, à chaque fois que le besoin se fait sentir, de ramener en tout cas le dirigeant sur la trajectoire. Je pense que c'est mon humble avis, hein. Je pense que ça a quand même son utilité. Et Karim, à côté de la charte de la transition burkinabé, le président Damiba a fait revenir la constitution de juin 91. Il est à préciser à l'article 39 de l'actuelle charte de la transition qu'en cas de contrariété entre la charte de la transition et la constitution du 2 juin 1991, les dispositions de la présente charte s'appliquent. Alors pourquoi faire revenir cette constitution et ne pas juste rester sur la charte de la transition? Bon, écoutez, je pense qu'on est à peu près dans la même situation qu'au Mali il n'y a pas très longtemps, quand effectivement le comité, la junte au pouvoir avait, dans les premiers moments de la transition, fait donc valoir la charte de la transition par rapport à la constitution malienne de 1992. Bon, mais là, je pense que le pouvoir actuel, le lieutenant-colonel Damiba, le président actuellement, le chef de l'État burkinabé, veut effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas on peut dire, de barrage, hein, quelque chose qui puisse constituer un écueil, un obstacle par rapport à ses ambitions. On le disait tout à l'heure un peu, vous savez, il a fait en sorte que son pouvoir soit vraiment tranquillisé. Je m'explique. Vous savez, au niveau du Conseil national de transition qui tient lieu d'Assemblée nationale, pour les 71 membres, il a la possibilité d'en nommer une vingtaine, 21 exactement. Donc 21 membres sur 71. Par conséquent, là, je pense qu'il a une marge assez suffisante pour bien dérouler son programme. Maintenant, par rapport un peu à ces aspects plus ou moins, disons, qui constituent un peu, non pas une entorse, mais juste une relecture de l'ancienne constitution, je pense qu'il veut éventuellement créer les bases, non pas
d'un approfondissement de la démocratie, on ne peut pas le dire, on est dans une période de transition, mais je pense qu'il a suffisamment donné des preuves de sa bonne foi pour conduire une transition pour laquelle, à la fin, il ne devra pas se présenter, disons, pour un poste électif, également pour les autres membres de la transition. Cela, déjà, doit constituer au moins une preuve de sa bonne foi. Et je pense que de ce point de vue-là, les autres aspects ne peuvent pas quand même prédominer par rapport à cela. Et Niang, on reste toujours avec la Constitution de 91 et la charte actuelle de la transition. Ne faudrait-il pas aussi penser à s'inspirer du modèle déroulé par le général Sanou Djibo durant la transition au Niger 2010-2011, c'est-à-dire suspendre la Constitution pendant toute la durée de la transition et gouverner aujourd'hui à travers une ordonnance portant organisation des pouvoirs en période de transition? Oui, c'est une possibilité. Mais moi, mon avis, c'est vraiment que les parties prenantes qui sont sur le terrain, donc les différents acteurs de la transition, maîtrisent ces questions-là mieux que nous. Et s'ils décident de procéder comme ils l'ont proposé, je pense que c'est parce qu'ils ont bien vu les contraintes auxquelles ils feront face sur le plan juridique. Donc je pense que bien entendu c'est une suggestion, une recommandation qu'on peut faire. Mais je ne serais pas surpris qu'ils aient pris cela en compte avant de prendre une telle décision. Parce qu'il y a certaines contraintes qui sont vraiment particulières par rapport à chaque pays, que seules les forces vives, les juristes de ces pays-là peuvent mieux maîtriser que les autres. Et donc je pense que s'ils ont fait ce choix-là, c'est parce qu'ils ont vraiment vu qu'il y avait cette opportunité-là. Mais je pense que c'est quelque chose quand même qui mérite d'être suggéré. Et par rapport à ces transitions-là en Afrique, on a aussi l'impression qu'elles se suivent et se ressemblent. Cette transition au Burkina est plus ou moins identique à celle au Mali. Il y a eu d'abord le coup d'État contre le président, ensuite constater la vacance du pouvoir et se faire investir, j'ai parlé tout à l'heure de 2 investitures, se faire investir d'abord officiellement par le Conseil constitutionnel comme le chef de l'État suite à la vacance du pouvoir et à la suite d'assises nationales, maintenant prêter serment comme le président de la transition. D'ailleurs, vous avez travaillé sur ces questions de transition en Afrique. Si vous pouvez un peu revenir sur cette situation-là ou bien les adapter par rapport à la situation que nous connaissons présentement en Afrique de l'Ouest. Quelle lecture en faites-vous, surtout les transitions au Burkina, au Mali et également au niveau de la Guinée? Absolument. Avec le colonel Doumbouya? Alors moi je pense qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est le même modus operandi que l'on retrouve. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec ce même modus operandi, on se rend compte qu'au fur et à mesure, certains pays s'adaptent par rapport à leur réalité et s'inspirent aussi de ce qui se passe dans les autres pays. Si vous voyez par exemple le cas du Burkina Faso, pourquoi tout le monde applaudit? Je ne sais même pas s'il faut applaudir, mais tout le monde en tout cas est... Tout le monde se dit que voilà, c'est une bonne chose. Le Burkina n'a pas attendu qu'on revienne avec des sanctions, avec des menaces, etc., qu'ils sont allés directement à des assises qui ont été organisées avec des propositions concrètes. Mais c'est parce que le Burkina a vu ce qui s'est passé au Mali. Le Burkina a vu ce qui s'est passé en Guinée. Et quoi qu'on dise aussi, la Guinée est en train d'attendre pour voir comment est-ce que la CEDEAO va traiter le cas malien. Comment est-ce que la CEDEAO va accepter les 3 ans proposés au Burkina? Parce que cette semaine, il y a eu par exemple un document qui a fuité dans la presse guinéenne parlant d'un éventuel chronogramme. Donc c'est un ballon de sonde. Mais ce qui est sûr, c'est que les Guinéens aujourd'hui, en tout cas les autorités de la transition, sont à l'écoute et regardent ce qui va se passer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi qu'aujourd'hui, effectivement, les transitions se passent avec le même modus operandi, mais qu'en réalité, les acteurs de ces transitions-là se rendent compte que leurs contextes sont très spécifiques. Et le rapport de force qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de la CEDEAO ou même vis-à-vis de la communauté internationale, il est très différent. Par exemple, un pays comme le Mali et un pays comme le Burkina Faso qui ont ce problème sécuritaire ne peuvent pas se comporter de la même façon que la Guinée, par exemple. Certains pays qui n'ont pas accès à la mer ne peuvent pas avoir les mêmes comportements. Et quoi qu'on dise, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO aujourd'hui à l'encontre du Mali, ces sanctions commencent à faire leurs effets. Aujourd'hui, au mois de février, le Mali a dû exporter son coton à travers le port de Nouakchott.
le Mali n'a pas pu honorer des paiements qu'il devait faire au mois de fin janvier sur le marché régional. Donc ces sanctions, en réalité, elles ont un effet sur ses pouvoirs et sur la population. Donc tout ça pour dire juste, et c'est là où je vais terminer, que ce qui est important pour moi, c'est que ces transitions-là, elles ne doivent plus être des transitions comme les autres. Ces transitions-là doivent être des transitions qui vont permettre à nos différents pays de sortir de cette crise et de pouvoir régler les problèmes de fond. Même si je suis d'accord que ce n'est pas le rôle d'un gouvernement de transition de faire une refondation et de régler des problèmes, mais en réalité, 2 ans, 3 ans maximum, ça suffit pour jeter des bases profondes. Ça suffit pour refaire un fichier électoral, ça suffit pour refaire une nouvelle constitution, ça suffit pour mettre en place des institutions qui sont fortes. Et après, laisser le soin aux pouvoirs qui sont légitimement élus de continuer à renforcer la culture démocratique dans ces pays. Mais nous avons besoin, plus que jamais aujourd'hui, que la CEDEAO, je l'avais dit sur votre plateau la dernière fois, joue son rôle et que les différentes parties prenantes dans la région s'impliquent avec un esprit positif, un esprit constructif, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc c'est mon avis. Par rapport à cette implication, Karim, on a vu que les sanctions contre le Mali n'ont pas dissuadé d'autres juntes militaires, que ce soit surtout la junte militaire au Burkina. Aujourd'hui aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas pour la CEDEAO voir comment accompagner aujourd'hui cette transition-là au Mali pour une sortie de crise? Parce que la situation commence durement à se faire ressentir par les populations maliennes et également même par des pays limitrophes comme le Sénégal et d'autres pays aujourd'hui qui sont frontaliers avec le Mali. Il y a déjà un cadre de concertation qui a été mis sur pied entre le gouvernement malien, la CEDEAO et l'Union africaine. Mais comment aujourd'hui aller vite vers cette sortie de crise-là au Mali pour changer un peu la donne? Oui, absolument, parce qu'on se rend compte que finalement, ces sanctions sont contre-productives. Parce que quelque part, elles étaient destinées un peu à affaiblir un peu le joug exercé par ces juntes-là, mais pour le cas du Mali, on se rend compte que ce sont les populations, effectivement, qui souffrent le plus. Ibrahim l'a rappelé d'ailleurs, pour le cas du Mali, il y a des défauts de paiement par rapport à certaines obligations au niveau international, mais il y a surtout que cela va encore davantage creuser le fossé entre, déjà au niveau de la société, on a pu voir qu'au Mali, les syndicats étaient très actifs au moment où effectivement il y avait un semblant de légitimité du pouvoir, mais maintenant qu'il y a ces sanctions, tous les syndicats sont mis un peu à carreau pour ne pas un peu véritablement gêner le pouvoir. Bon, prenons le cas du Burkina, où effectivement il y a des problèmes sécuritaires qui se posent dans ce pays. Il est évident que ce serait vraiment de malhoi que la CEDEAO puisse encore imposer quelque chose qui n'entre pas un peu en adéquation avec ce qui est prévu pour en tout cas gérer cette transition-là. Mais de manière, disons, plus directe, on peut dire que la CEDEAO devra revoir un peu son plan d'attaque, revoir un peu la philosophie avec laquelle elle cherche un peu à faire en sorte que donc, les pouvoirs de transition reviennent à de meilleurs sentiments, non pas mettre la pédale douce, mais au moins voir des choses qui puissent être applicables dans un temps bien défini. Heureusement que pour le Mali, on a demandé à la junte de proposer un calendrier plus conforme à la réalité. Je pense que c'est un pas en avant, mais il faudrait déjà trouver en tout cas les moyens d'arrêter déjà ce qui constitue, de mon point de vue, quelque part un crime entre guillemets contre le peuple malien. Parce que véritablement, on voit qu'il y a effectivement des effets induits pervers qui, de mon point de vue, ne vont pas aider le Mali à s'en sortir. Il est évident que même si tout revenait à la normale actuellement, il faudrait plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, pour que le Mali puisse repartir du bon pied. Et concernant la CEDEAO, M. Nia, comment est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui accompagner cette transition-là au Burkina? Puisque jusque-là, le colonel Damiba et son équipe, le président de la transition burkinabé, a fait preuve de sa bonne foi pour aller vers des élections ou bien pour mener à bien cette transition dans le pays. Comment aujourd'hui la communauté régionale pourrait accompagner cette transition burkinabé?
Alors moi, je pense que ce que la communauté régionale, sous-régionale, la CEDEAO, devrait faire d'abord, c'est bien entendu déjà d'avoir une meilleure appropriation de ce que veulent faire les différents acteurs de la transition. Donc, et pour une fois, écoutez vraiment, si vous voulez, les aspirations profondes du peuple burkinabé et que leur agenda par rapport au Burkina Faso soit l'agenda des Burkinabés, qu'ils puissent aujourd'hui en faire leur priorité d'abord. Pour moi, c'est ça le principe de base. Ensuite, je pense qu'il faut quand même accompagner la question de la réforme, de la restauration du territoire. Mais comme on le sait si bien, c'est une question qui est un peu difficile. C'est-à-dire même si aujourd'hui la CEDEAO a la volonté de le faire, est-ce qu'elle a les moyens sur le plan militaire? Est-ce qu'elle a les moyens logistiques? Est-ce qu'elle a les moyens sur le plan du renseignement? Par rapport à ce changement d'approche, il y a un autre pays du continent, à savoir le Nigeria, qui compte bientôt changer de cap également, puisque la présidentielle et les élections législatives sont prévues dans ce pays en février 2023. Et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Niang, selon la Commission électorale nationale indépendante nigériane, les élections générales vont se tenir dans le pays le 25 février 2023. Les Nigérians vont ainsi élire leurs représentants ainsi que le successeur de Buhari à la présidence de la République du Nigeria. Quel bilan aujourd'hui tirez-vous du mandat du président ou bien des deux mandats du président Muhammadu Buhari? Alors, il est difficile de tirer un bilan du mandat du président Buhari. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, en réalité, le président Buhari est arrivé à un moment très critique de la vie du Nigeria. Et bien entendu, son état de santé ne lui a pas permis peut-être d'être au devant de la scène et de faire en sorte que le Nigeria joue un rôle important au niveau régional. Parce que je pense que l'importance justement d'avoir un leadership fort au Nigeria, c'est capital pour la sous-région. On l'a vu lors de la présidence de Olusegun Obasanjo, qui pouvait un peu peser de tout son poids sur la CEDEAO, sur la région, et s'assurer que certains problèmes politiques étaient réglés. Et sur ce point, je pense que le président Buhari n'a pas réellement joué le rôle, en tout cas, que moi j'attendais d'un président nigérian. Donc, pour moi, si je dois faire son bilan, ce serait vraiment sur ce rôle par rapport au rôle du Nigeria sur la scène internationale. On ne l'entend pas sur les crises majeures. On n'entend pas la diplomatie nigériane sur des questions de transition. C'est vrai qu'il joue un rôle important dans la diplomatie souterraine, comme on l'appelle, mais le Nigeria, quand même, est le géant de la sous-région. Première économie africaine, puissance géopolitique avec plus de 220 millions d'habitants. Donc, la présidence nigériane, en tout cas, nous a habitués à mieux en termes de rôle sur le plan géopolitique. C'est vrai que sur la question des transitions actuelles en Afrique de l'Ouest, officiellement, on n'a pas trop entendu des positions ou réactions du Nigeria ou bien de son président. Karim, vous, quel bilan tirez-vous de ces deux mandats effectués par le président Muhammadu Buhari? Oui, effectivement, on peut déplorer le fait que le président Muhammadu Buhari n'ait pas pesé d'un poids plus consistant dans la marche de la CEDEAO. Effectivement, on l'a rappelé, le Nigeria, Ibrahim le disait tout à l'heure, c'est la première puissance quand même économique du continent, plus de 216 millions d'habitants, et également un pays qui compte au niveau de la sous-région. On se rappelle à l'époque, dans les années 90, comment le pays pouvait intervenir, surtout au plan régional, avec les Comores, où le Nigeria pouvait envoyer pratiquement l'essentiel des forces et pouvait également peser de son poids diplomatique dans la résolution de certains conflits. On l'a vu en Sierra Leone, au Libéria et autres. Depuis quelque temps, pratiquement au niveau de la sous-région, c'est peut-être le président ivoirien
Alassane Ouattara ou éventuellement ghanéen Kofi Addo ou bien le président Macky Sall qui sont beaucoup plus présents. Mais de ce point de vue-là, le Nigeria quand même a déçu plus ou moins. Maintenant, la gouvernance Buhari, on peut l'analyser de deux manières. Il a, sur le plan économique, permis, malgré l'épisode un peu Covid qui a plus ou moins amusé, rendu quand même un peu difficile les projections de croissance économique, il a pu faire en sorte que les agrégats économiques soient maintenus. On a pu voir également au plan de la gestion des crises, surtout sécuritaires au nord, des efforts qui ont été faits, et également au sud avec les velléités de sécession qui n'ont jamais cessé par ailleurs, et tous ces problèmes ont été plus ou moins gérés d'une certaine manière. Malheureusement, au plan politique, on a pu voir effectivement qu'il y avait encore des problèmes. Beaucoup de problèmes, d'ailleurs on va certainement y revenir, qui vont fonder un peu cette évolution qui va donner en fait un sentiment de vide qu'il va certainement laisser. C'est vrai qu'il a été malade pendant un certain temps, mais c'est quelqu'un quand même qui a pu montrer la voie en s'engageant très vite à ne pas briguer un troisième mandat. Déjà, cela, de ce point de vue-là, véritablement le met dans la postérité pour quelqu'un qui avait été déjà aux manettes du pays pendant une période où il était venu par un coup de force. Il est revenu démocratiquement et il faut dire que le Nigeria, qui donc depuis la fin des années 90 était un pays où il y avait une succession de pouvoirs militaires et résolument ancré dans une ère démocratique, si l'on peut dire, il faut attendre ces prochaines années pour voir comment le pays va davantage peser sur la marche du continent. Et Nia, à côté de sa santé ou des problèmes de santé que le président Buhari a rencontrés, est-ce que durant ces 2 mandats aussi, il n'a pas plus misé sur la lutte contre le terrorisme, surtout face au groupe Boko Haram, qui ne cessait d'effectuer des enlèvements de jeunes filles, de lycéens, entre autres, et également des problèmes de lutte sécessionniste qu'il connaît aussi dans son pays. Est-ce qu'il n'a pas plutôt misé sur ces problèmes internes plutôt que sur ces questions sous-régionales dont on a parlé tout à l'heure? Vous avez parfaitement raison. C'est mon appréciation aussi. Il a vraiment misé sur la résolution de ces problèmes internes. Et c'est vrai qu'il a vraiment fait de son mieux par rapport à la résolution des conflits même entre pasteurs et éleveurs, par rapport à la question de Boko Haram. Mais peut-être là où moi je trouve que l'administration Buhari a beaucoup péché, c'est surtout par rapport à la protection des libertés individuelles, des libertés publiques. Parce que vous vous souvenez de la question de EndSARS, les manifestations qui avaient été réprimées, la question de la brutalité policière, etc. Et l'attente était grande, parce que quand Buhari est arrivé au pouvoir, il y avait beaucoup de promesses qui étaient faites dans le sens du renforcement des droits des organisations. Mais je pense qu'il y a eu quand même quelque chose qui n'a pas bien marché dans ce sens. Mais là où je voudrais aussi un peu applaudir l'administration Buhari, c'est par rapport à la question de l'agriculture. Parce que c'est vrai qu'on n'atteint jamais l'autosuffisance alimentaire comme au Ghana. Mais il faut dire que le Nigeria n'est pas trop loin de là, surtout dans l'amélioration de la production du riz et des céréales. On se rend compte que cette administration-là a fait énormément de choses. Donc, comme vous l'avez si bien dit, effectivement, il s'est beaucoup plus concentré sur les questions internes que externes. Et par rapport à l'agriculture, même les douanes nigérianes sont intransigeantes par rapport à certains produits cultivés dans le pays et qu'on veuille faire entrer frauduleusement à travers les frontières avec des pays frontaliers. Karim, on revient sur la question de Buhari qui n'a pas été candidat à sa propre succession. Une façon pour lui également de se conformer à la constitution du pays. Pour l'instant, aucun candidat aujourd'hui n'a émergé pour le remplacer. Je veux bien sûr parler au sein du parti au pouvoir. Selon vous, quel profil, pas forcément un nom, mais selon vous, quel profil aujourd'hui de candidature pour l'APC? Bon, forcément, il faudrait quelqu'un qui puisse aller un peu dans le sens de la continuité des actions
menée déjà par le président Muhammadu Buhari. On a parlé de l'ancien gouverneur de Lagos, Yatoubou. Mais bon, il est évident que quelque part également, on a pu voir que le Nigeria, qui a quand même deux grands partis qui se regardent un peu, le PDP et l'APC justement, a quand même, c'est vrai, des ressources humaines de taille qui peuvent éventuellement postuler à ce poste-là, mais il y a des jeux comment dire, qui vont aller dans un sens et dans l'autre. Parce que quelque part, si vous voulez, regardons ce qui est en train de se faire au niveau de la CEDEAO avec Jonathan Goodluck, qui était là avant le président Buhari. Il a certainement l'étoffe de pouvoir demain valablement revenir au poste. Même si au niveau de son parti, il y a d'autres profils également qui veulent émerger. Mais si vous voulez, le profil du poste, ce sera le profil de quelqu'un qui va projeter le Nigeria vers, en tout cas, l'atteinte des résultats au niveau d'abord de la croissance économique, faire en sorte que le pays puisse aller dans le sens où les marchés financiers, au niveau même du Nigeria, la bourse de Lagos et autres, tirent vers cela. On a vu qu'avec Buhari, il y a eu beaucoup de surplace, parce que c'est vrai, il y a eu des problèmes sécuritaires qui devaient être gérés, des problèmes également au sud, et aussi le problème de la baisse des coûts de pétrole. Et on voit qu'actuellement, avec l'environnement mondial qui s'est dégradé, il y a encore des craintes par rapport à cela. Mais il est évident que le profil de la personne qui devra le remplacer est connu. Il s'agira de quelqu'un qui va véritablement porter le pays vers une dimension économique beaucoup plus marquée pour quand même, comme l'Afrique du Sud, porter le Nigeria dans ce qui peut être les BRICS. Parce qu'il est évident que l'Afrique du Sud peut éventuellement avoir un sentiment d'être la puissance économique, si vous voulez, parce qu'au plan financier, elle est déjà dans ce qui est constitue les BRICS avec le Brésil, l'Inde et les autres pays. Et le Nigeria est un peu à la traîne par rapport un peu à la configuration démographique du pays, malheureusement, qui constitue également un poids par rapport un peu à ses prétentions d'hégémonie au plan économique. Monsieur Niang, vous revenez récemment d'ailleurs d'une mission au Nigeria. Aujourd'hui, le pays est à moins d'une année de ses élections législatives et présidentielles. Quels enjeux aujourd'hui de ces scrutins, de ces élections générales pour le pays? Alors moi, je voudrais d'abord revenir sur un point important. C'est le fait que, en réalité, au Nigeria, ce n'est pas la compétence, en réalité, qui fait le président. Les gens ne sont pas élus sur la base du programme. Je m'explique. En réalité, pour moi, l'un des éléments les plus importants, l'un des facteurs les plus importants quand on parle de la présence du Nigeria, c'est vraiment cette question de zoning, donc la rotation du pouvoir. Cette question joue un rôle extrêmement important. C'est une règle qui n'est pas écrite. D'ailleurs, elle est juste écrite dans la constitution du PDP, l'un des partis qui a essayé tant bien que mal de l'appliquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les partis politiques, depuis le retour au régime civil en 1999, ont décidé d'appliquer une règle qui veut qu'à chaque fois que le président est musulman, que le vice-président est chrétien. Mais ça ne se limite pas à ça. Quand le vice-président est du Nord, quand le président est du Nord, le vice-président est du Sud, et vice-versa. Donc il y a cette rotation. Et jusqu'à présent, cette rotation s'est bien déroulée, même si, vous l'avez vu, lors du décès de Umaru Yar'Adua, il y a eu déjà quelques petites frictions. Mais tenez-vous bien, en 2021 déjà. Mais est-ce que cela ne peut pas être aussi assez risqué, cette question aussi de cette immixtion, si je peux l'appeler ainsi, des communautés ou bien des confessions par rapport au pouvoir politique? Absolument, c'est risqué. Mais le problème de fond, c'est que c'est une pratique qui est bien ancrée. Parce qu'en 2021, il y a eu 17 gouverneurs du Sud qui ont signé une déclaration pour dire qu'après Buhari, qui est du Nord, le pouvoir doit revenir au Sud. Et quelques jours après, 19 gouverneurs du Nord ont fait la même chose pour dire que
non, après Bouhari, il faudrait que le Nord continue. Le calcul qui est fait est simple. Ils se disent que depuis 1999, donc depuis le retour à la vie démocratique, nous avons eu 13 ans de présidence du Sud. Donc, Obasanjo, 8 ans, Jonathan, 5 ans. On considère que Jonathan a terminé le mandat de Yar'Adua. Et les 4 ans, donc ça fait 13 ans. Alors que de l'autre côté, nous avons eu Yar'Adua pendant 3 ans et Bouhari pendant 8 ans, donc 11 ans. Donc ils se disent qu'il reste toujours quelques années à rattraper. Mais je suis d'accord avec vous que c'est très dangereux de penser comme ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs politiques et surtout des forces politiques hors APC et PDP qui veulent avoir des plateformes pour venir compétir. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'au Nigeria, il faut avoir un trésor de guerre pour être élu. Il faut avoir une plateforme pour être élu. Et tout cela, pour moi, c'est très dangereux pour la démocratie et la stabilité du pays. C'est pourquoi les primaires qui vont démarrer ce 4 avril, pendant 2 mois, vont être pour moi les primaires qui seront les plus âprement disputées de l'histoire politique de ce pays. Parce que de l'autre côté, au niveau du PDP, on a Atiku Abubakar qui veut revenir au pouvoir. C'est bien, il a essayé lors des différentes élections. C'est quelqu'un qui a toujours voulu être président. Et cette fois-ci, il mettra tous les moyens de son côté pour pouvoir arriver au pouvoir. Est-ce qu'on pourrait parler de primaire, puisque par rapport aux modifications apportées à la loi électorale, ce point aussi a été un point d'achoppement par rapport aux différentes conformations politiques, parce qu'à l'origine, les modifications proposées des primaires, c'était une obligation pour des primaires, mais après, ce qui a été retenu, c'est de laisser le choix libre aux partis politiques de choisir qui ils veulent comme candidat de leur formation. Oui, bien entendu. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, il y aura une certaine forme de primaire. Parce que ça, les partis ne pourront pas faire l'économie de primaires, que ce soit des primaires organisées ou que ce soit la mise sur pied d'un comité qui va choisir un candidat. Il y aura des négociations. Et des fois, lorsqu'il n'y aura pas de points d'accord, il y aura des conflits. Déjà, lorsque j'étais au Nigeria il y a quelques jours, il y avait l'élection des présidents de partis qui étaient en cours. Et déjà, ces élections étaient des élections menées sous forte tension. Donc vous voyez qu'en réalité, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la situation sécuritaire, avec ces élections qui seront, c'est vrai, les 7e élections consécutives sans rupture depuis 1999, il y a quand même des risques de violence avec tout ce qu'il y a comme désinformation, avec la prolongation. Vous avez parlé des réformes du code électoral. À l'époque, on avait 90 jours de campagne. Aujourd'hui, on a 150 jours de campagne. Ça veut dire quoi? 60 jours supplémentaires de stress, de conflits, d'affrontements. C'est quand même un risque important. Et on reste avec ces réformes-là apportées au texte électoral. La modification aujourd'hui permet la transmission électronique des résultats, une évolution qui pourrait améliorer la transparence et aider à prévenir les accusations de fraude qui ont souvent entaché les scrutins dans le passé dans ce pays-là qu'est le Nigeria. Karim, que pensez-vous d'une telle innovation? C'est une innovation qui est fondamentale. En réalité, il y a eu toujours effectivement des fraudes et également des affrontements, en tout cas des crispations par rapport à ce problème-là. Je pense que cette modification va changer beaucoup de choses. Il faut dire qu'en fait, le corps électoral nigérian est quand même très fourni. Déjà, le nombre d'inscrits lors des dernières élections était tourné autour de 84 millions, contre 68 millions pour l'élection précédente. Et il faut s'attendre aux prochaines élections à avoir au moins une centaine de millions d'inscrits. Par conséquent, c'est très lourd. Et on se rendait compte qu'il fallait attendre des semaines, voire des mois pour avoir des résultats. Vous voyez, c'est extrêmement difficile. Autant pour les scrutins présidentiels, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce que ça peut se régler dans les jours à venir. Mais en réalité, pour les élections de gouverneurs et autres, pour les 36 États, ce n'est pas évident du tout. Maintenant, avec cette nouvelle loi qui permet donc à ce qu'effectivement il y ait un comptage électronique,
les résultats vont sortir très vite et cela va effectivement nous aider un peu à voir très clair dans aussi bien la proclamation des résultats que dans, en tout cas, l'apaisement au niveau des différents états-majors politiques. Cela, de mon point de vue, est une avancée significative. Et par rapport aux résultats, en 2019, la commission électorale indépendante du Nigeria a été très critiquée après la réélection du président Buhari. Certains affirmaient que le scrutin n'avait été ni libre ni transparent. Les scrutins au Nigeria, Karim l'a rappelé tout à l'heure, ont très souvent été entachés de soupçons de fraude. Les modifications apportées aujourd'hui au texte, est-ce que cela pourrait aider à changer la donne dans le pays, surtout en matière de système électoral? Oui, je pense que comme Karim l'a dit, je partage parfaitement son avis. Je pense que l'introduction de la technologie va vraiment aider à dissiper beaucoup de soupçons. Et aujourd'hui, avec même la mise sur pied d'une plateforme par la commission électorale qui s'appelle la plateforme IREV, cette plateforme permettra à chaque Nigérien, même à partir de sa maison, de pouvoir voir les tendances. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Et n'oublions pas que ce soit au Nigeria ou dans la plupart de notre pays, en réalité, le problème de fond, pour moi, il y a deux problèmes. D'abord, il y a le problème du fichier avant les élections, mais après les élections, il y a la transmission des résultats. Souvent, c'est là où il y a un problème. Donc pour un pays aussi important, il l'a rappelé, la population électorale du Nigeria, c'est quand même une population extrêmement importante. Donc les risques sont multipliés par peut-être 10 ou 20 lorsque vous prenez à l'échelle du Sénégal. Donc pour moi, ça c'est très important. Mais il y a quelque chose quand même qu'il faudra que la commission électorale prenne en compte. Pour moi, la technologie, c'est vrai, elle est utile. Mais des fois, elle peut, lorsqu'elle n'est pas bien utilisée, elle peut créer des problèmes. On l'a vu en RDC, on l'a vu au Ghana. Donc peut-être il faudrait que la commission électorale investisse un peu dans la cybersécurité. Dans la cybersécurité et mettre en place des mécanismes en tout cas qui permettent qu'on puisse authentifier. Mais l'autre chose que je veux aussi souligner par rapport aux innovations du code électoral, qui pour moi en tout cas constitue un point d'avancée important, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle loi électorale, la commission électorale, lorsqu'elle juge ou qu'elle a des preuves qu'un résultat a été modifié au niveau du bureau de vote sous contrainte, donc que ce soit avec des groupes armés ou bien à travers la corruption, elle a la possibilité d'agir immédiatement et d'annuler le résultat, sans attendre que la juridiction compétente ne se prononce. Donc pour moi, c'est vraiment des points importants qui peuvent permettre de garantir l'intégrité électorale. Mais le Nigeria, c'est un pays très complexe. Très complexe. Et Karim, à côté des problèmes récurrents de fichiers que nous voyons un peu partout sur le continent, pour ce qui est de la transparence des résultats des scrutins, quel rôle aujourd'hui, pour un pays comme le Nigeria, quel rôle pourrait jouer aujourd'hui la presse et la société civile nigériane? Heureusement, justement, parce qu'en fait, au Nigeria, il y a une presse, en tout cas privée, très libre, disons diversifiée également, et il y a une société civile active. Par conséquent, ces risques peuvent être amoindris, même s'il faut toujours être vigilant un peu par rapport à déjà la dimension du pays. On l'a dit, le Nigeria, c'est le pays des superlatifs. Et dans beaucoup de domaines, il y a véritablement beaucoup de travail à faire pour déjà voir avec une certaine minutie, avec professionnalisme, effectivement, comment mettre en place certains cadres pour sécuriser déjà les votes et faire en sorte également que les résultats qui seront proclamés puissent être acceptés par le plus grand nombre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'après-Buhari. Aujourd'hui, il y a le problème de la corruption dans le pays, il y a la question sécuritaire, il y a la question de sécessionnistes également au niveau du Sud. Aujourd'hui, quelle place pour tous ces problèmes-là que connaît le pays dans les programmes des différents candidats? Même si vous avez rappelé tout à l'heure que c'est un pays où le programme n'est pas ce pourquoi on est souvent élu. Absolument, mais je pense qu'il est quand même important que les différents candidats posent ces questions-là sur la place publique et en tout cas qu'ils puissent, qu'il ou elle, parce que j'espère qu'il y aura aussi des candidatures féminines, qu'il ou elle puisse faire des propositions allant dans le sens de la résolution de ces problèmes-là. Parce que moi, je pense qu'en réalité, lorsqu'on fait de la politique à ce niveau-là,
le plus important pour moi, ce n'est pas d'être élu. C'est vrai, tout parti politique aujourd'hui a le dessein d'être au pouvoir. Mais même si on n'est pas élu, on doit souhaiter que nos idées soient prises en compte dans la construction de la nation. Et aujourd'hui, le Nigeria fait face à des problèmes très profonds, mais aussi à des opportunités qui sont réelles au niveau de la sous-région. Donc ce serait important que les différents acteurs politiques puissent aller dans ce sens. Mais pour moi, les acteurs politiques ne font jamais les choses d'eux-mêmes. Il va falloir que les médias, il va falloir que la société civile arrive à les contraindre un peu à le faire. C'est vrai que la question des débats est une question un peu sensible là-bas, mais au moins, si c'est au niveau des différents États, au niveau même des candidats aux élections, des élections de moindre envergure, ce serait important qu'il y ait ces programmes au niveau de la radio, au niveau des programmes d'éducation civique, que la commission électorale aussi, l'INEC, joue son rôle dans l'information des électeurs, dans l'éducation des électeurs et amène les partis politiques aussi à débattre, à dialoguer et à faire des propositions. Karim, pour ce qui est des problèmes profonds aujourd'hui que vive le pays, à savoir le Nigeria, on peut noter une certaine inégalité, la pauvreté par exemple, voire l'indigence concerne le plus grand nombre. Et à côté, on voit de grandes fortunes nigérianes. Comment aujourd'hui arriver à corriger ce genre d'inégalité dans le pays? Parce que ça peut aussi être à l'origine de conflits ou de tensions. C'est une véritable bombe sociale. En réalité, c'est parce qu'il y a une inégalité dans la répartition donc des richesses, surtout tirées du pétrole. Et il y a également un certain malentendu entre aussi bien la classe politique d'une manière générale, où on trouve, Ibrahim l'a rappelé, de véritables capitaines d'industrie qui ont investi des fortunes pour pouvoir avoir des positions au niveau de certains États. On a vu beaucoup de gouverneurs qui se sont un peu forgés dans ce cadre-là. Et cela fait que ce pays, effectivement, devra, en tout cas, beaucoup faire pour déjà rabibocher un peu les différentes parties, mais en faire en sorte que le substrat social puisse être considéré d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, il y a un décalage très important entre les classes dites riches et ceux qui sont véritablement à la périphérie. Et aujourd'hui, réduire ce décalage-là entre les classes dites riches et ceux qui sont à la périphérie doit constituer l'une des priorités également du futur président nigérian. Nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Abdou Karim Diakhaté, journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci encore Karim d'avoir été avec nous. Merci Daouda. Merci également à M. Ibrahim Amadou Niang, docteur en sciences politiques. Merci également à vous. Merci, c'était un plaisir d'être avec mon grand frère Karim. Merci beaucoup. Ça a été aussi un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous deux. Merci à l'équipe technique pour la facilitation et la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.